Dans le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo devant la Cour pénale internationale à La Haye, la semaine du 8 avril 2013 a été marquée par l'audition du 17e témoin cité par la défense dans le cadre de la présentation de ses moyens de preuve. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, à savoir meurtre et viol, et de crimes de guerre, à savoir meurtre, viol et pillage, prétendument commis en République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès devant la Chambre de première instance 3 de la CPI s'est ouvert le 22 novembre 2010. L'équipe de défense de M. Bemba a appelé son 17e témoin à comparaître devant la Chambre entre les 8 et 12 avril 2013. Ce témoin protégé, désigné par le pseudonyme D0421, a fait sa déposition par voie de vidéoconférence et avec des mesures de protection telles que l'altération de la voix et la distorsion de l'image. Plusieurs parties de son témoignage se sont en outre déroulées en audience à huis clos partiel. Au cours de l'interrogatoire mené par maître Aimé Kilolo Moussamba, conseil de la défense, le témoin D0421 a déposé au sujet du mouvement de libération du Congo, MLC, et de sa branche armée, l'Armée de libération du Congo, ou ALC, revenant notamment sur sa structure et son fonctionnement à l'époque des faits. Lorsque vous dites l'état-major, de qui provenaient les ordres opérationnels qui étaient donnés aux différentes unités dans le territoire sous contrôle MLC au Congo à l'époque? Normalement, l'ordre venait du chef d'état-major général. Alors, quel était le rôle de M. Jean-Pierre Bemba au sein du MLC ou même de sa branche armée? Monsieur Bemba était le président du MLC, mouvement politico-militaire, et il était le commandant suprême de l'ALC. Mais en pratique, il y a une confusion qui est apparue, où le commandant suprême parfois est appelé commandant en chef. Je pense que cette confusion a produit beaucoup d'incompréhension. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Alors, de manière plus concrète sur le terrain, au sein de l'organisation de l'ALC à l'époque, qui était le responsable qui s'occupait de la gestion quotidienne sur tout ce qui touche, par exemple, la conception et la planification des opérations militaires de l'ALC? La conception et la conduite des opérations de l'ALC n'est pas faite par un individu. C'est fait par un organe qu'on appelle l'état-major général, qui bien sûr, cet organe a un chef, qu'on appelle le chef d'état-major général, mais c'est un travail d'équipe parce que je vous ai expliqué qu'il y a des sections. On ne peut pas mener une opération si on ne connaît pas, on ne maîtrise pas les effectifs. C'est la responsabilité du G1. Lorsqu'on a cet effectif, on ne peut pas mener des opérations si on n'a pas de renseignements sur la situation des terrains. C'est la responsabilité du G2. On ne peut pas conduire les opérations si elles ne sont pas bien planifiées. C'est la responsabilité du G3 chargé des opérations. Et on ne peut pas conduire des opérations lorsqu'on n'a pas la logistique nécessaire. C'est la responsabilité du G4. Donc c'est un travail d'équipe supervisé par le chef d'état-major général. Est-ce que M. Jean-Pierre Bemba, à cette époque, dans le cadre des opérations militaires de l'ALC dans le territoire sous administration au Congo, avait-il les aptitudes nécessaires pour conduire une opération militaire, commander ou contrôler des opérations militaires ALC au Congo? Maître, je pense que la science militaire est une science. L'art militaire est un art. Il faut des connaissances. Le peu que je puisse savoir sur les parcours ou la formation militaire ou les connaissances militaires de M. Jean-Pierre Bemba,
Ces connaissances sont élémentaires, pour ne pas dire rudimentaires. Et ces connaissances ne lui permettent pas de conduire des grandes opérations militaires. Ça, c'est ma compréhension, c'est tel que je voyais les choses. Le témoin a par ailleurs évoqué un code de conduite de l'ALC. Aviez-vous de textes juridiques de référence au sein de l'ALC à l'époque pour faire appliquer la discipline, je dirais plutôt pour sanctionner les crimes et en tout cas faire observer les droits de l'homme dans le territoire sous contrôle de l'ALC? Évidemment, maître, évidemment, comme vous le savez, une armée, c'est une organisation qui a une caractéristique particulière, c'est son niveau de discipline. Sans discipline, vous n'avez plus une armée, vous avez une milice, je ne sais pas, ou quoi d'autre, mais ce n'est pas une armée. Donc, on devait absolument veiller à ce que la discipline soit connue et respectée. Dans ce cadre, pour répondre directement à votre question, on avait un document intitulé Code de conduite qui donnait les lignes générales de notre vision des disciplines au sein de l'ALC. Bien sûr, il y avait les codes de justice militaire, mais les documents les plus connus ou les plus vulgarisés, c'était les codes de conduite de l'ALC. Répondant aux questions de Maître Kilolo, le témoin est en outre revenu sur une mission d'information qu'aurait effectuée une délégation du MLC dans la ville de Sibut en RCA en février 2003. Des extraits vidéo de la mission, dans lesquels des habitants de Sibut répondraient à des questions de journalistes, ont été diffusés dans la salle d'audience dans le cadre de cet interrogatoire. Quelles sont les informations qui ont pu être recueillies par la délégation MLC dans le cadre de cette mission d'information à Sibut? En tout cas, d'après les propos de l'ambassadeur, certaines notabilités, en tout cas les notabilités, et je pense, parce que la délégation avait amené la presse, donc je pense que les images existent, échanger avec les autorités locales qui ont dit que, contrairement aux rumeurs qui nous parvenaient à Guadeloupe, les quelques exactions qu'il y a eu à Sibut sont les faits des rebelles du général François Bozizé, qui à l'époque était le commandant des forces hostiles au pouvoir en place. Donc pour la population, les exactions venaient plutôt du côté des éléments de Bozizé, et la population, on va dire, en tout cas l'un des notables, je pense que ça devait être les maires de Sibut, qui va dire à l'ambassadeur que c'est grâce aux éléments ALC que lui, il a pu sortir de la brousse où il était allé se cacher. Donc, il profitait de l'occasion pour remercier l'ALC de son comportement. Mais à dire vrai, l'ambassadeur a eu des plaintes de la part d'une maman. L'ambassadeur m'a dit que c'est une maman relativement âgée et métissée qui se plaignait du fait qu'un élément ALC lui aurait volé des pagnes. Voilà la plainte que les informations qui ont pu être récoltées sur le terrain. Des exactions, il y en a eu, mais de la part des éléments de Bozizé, mais dans les troupes ALC, il y a un ou deux éléments qui se seraient méconduits là, localement. L'audition du témoin D0421 a ensuite été marquée par le contre-interrogatoire mené pour le compte de l'accusation par maître Jean-Jacques Badibanga. Ce dernier a demandé au témoin de revenir sur plusieurs éléments de sa déposition. Est-ce qu'il y avait également une confusion dans l'esprit de Jean-Pierre Bemba? Je ne sais pas.
Est-ce que vous savez, monsieur le témoin, que Jean-Pierre Bemba a signé un certain nombre de documents, a fait un certain nombre de déclarations en se disant commandant en chef, chef de l'armée, commandant suprême, en tout cas en se positionnant comme étant le chef de cette armée et chef de cette armée de manière active. Est-ce que vous êtes au courant que M. Bemba lui-même se positionnait de cette manière-là? J'ai eu vent de ces déclarations. Alors, puisque vous avez eu vent de ces déclarations, lorsque M. Bemba faisait ces déclarations, était-il lui-même aussi en train de confondre la notion de commandant suprême et de commandant en chef? À mon avis, oui. Vous êtes donc en train de dire que le fondateur du MLC, qui en était son président, et qui en était, selon lui-même, son commandant en chef, se trompait lorsqu'il disait être le commandant en chef et n'avait pas tout à fait compris la différence entre un commandant en chef et un commandant suprême? Est-ce que c'est là ce que vous dites, monsieur le témoin? Ce que je suis en train de dire, que moi, j'ai fait la part des choses entre les commandants en chef et les commandants suprêmes. Maintenant que M. Jean-Pierre Bemba considère que les commandants en chef et les commandants suprêmes, c'est la même chose, c'est son point de vue. Maître Badibanga a en outre posé des questions aux témoins au sujet du parcours militaire de Jean-Pierre Bemba. Des photos ont été diffusées en salle d'audience sur lesquelles le témoin a identifié une personne en uniforme militaire comme étant M. Bemba. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt, monsieur le témoin, pour résoudre cette question, reprendre les premiers mots que vous utilisez dans la seconde phrase, le peu que je puisse savoir? Et est-ce qu'on ne devrait pas être d'accord pour dire qu'en fait, vous ne savez rien, ou très peu? Je ne connais pas parfaitement ou totalement les parcours ou la biographie de Jean-Pierre Bemba, mais comme je l'ai dit dans ma déclaration, j'en sais quelque chose et ce que je sais ne me permet pas de penser que Bemba, c'est un grand général. C'est mon point de vue, maître, qui est en divergence, bien sûr, avec les points de vue du membre du Conseil politico-militaire, mais c'est mon point de vue. Monsieur le témoin, en parlant de la mission que M. Jean-Pierre Bemba a envoyée à Sibut, nous disions que, en tout cas votre témoignage, c'est que l'objectif c'était de recueillir des informations. Alors nous avons essayé de comprendre pourquoi les journalistes étaient là. Et la deuxième question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi faire une vidéo? Pourquoi filmer toute la visite et faire une vidéo de cette visite, dont les extraits nous ont été présentés ici d'ailleurs? Je pense que la motivation essentielle était, comme la présidente de la presse étrangère, amener les bonnes informations sans les altérer. Est-ce que l'on peut dire que ces personnes, d'après vous, se sentent libres de s'exprimer et que si jamais elles avaient des reproches à faire aux soldats du MLC, elles se sentaient en situation de le faire? Oui, maître, parce que certains d'entre eux ont dénoncé, entre autres, l'abbé que nous avons vu, qui était là. Il a dénoncé les exactions de certains éléments du MLC. Le code de conduite de l'ALC a également été évoqué au cours du contre-interrogatoire. Comment peut-on espérer amener les soldats à respecter les droits des civils, à respecter les droits humains, si eux-mêmes sont maltraités avec de telles mesures, telles que fouet, renvoi avec déshonneur, travaux forcés, qui, il faut bien le dire, semblent être des mesures d'un autre âge tout de même, peu compatibles avec un minimum de respect des droits de l'homme. Je comprends votre raisonnement, maître. Vous voulez dire que les militaires étaient maltraités, donc puisqu'ils étaient maltraités, ils s'aimaient comporter vis-à-vis de la population. En tout cas, moi, le rapport que j'ai vu entre les militaires de l'ALC et la population était de très bons rapports. Je l'ai dit le lundi, je le redirai encore aujourd'hui. N'empêche, comme je l'ai encore dit la dernière fois, il se peut que dans tout troupeau, il y a des brebis galeuses
qui devaient être sanctionnés. Mais maintenant, la qualité de ces sanctions, est-ce que cela a affecté tous les comportements de toute l'armée ou des sanctions virtuelles qui étaient prévues dans les codes de conduite? Ça, c'est notre débat. Ce fut ensuite au tour de maître Marie-Édith Douzima Lawson, représentante légale des victimes, de poser des questions aux témoins au nom des victimes reconnues par la Chambre dans cette affaire. Et à votre connaissance, quelles ont été les dispositions prises par le commandant pour mettre un terme à ce genre de comportement des éléments incontrôlés de l'ALC? Maître, je crois déjà avoir répondu à cette question en disant que la suite de ce qui s'était passé après nous, je n'ai pas eu connaissance. L'audition des témoins de la défense dans le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo devrait reprendre la semaine du 15 avril 2013 avec la déposition du 18e témoin à décharge.